À la fin du Xe siècle, presque toute l'Afrique est sous domination européenne. Les empires tombent les uns après les autres. Les royaumes disparaissent. Mais dans les montagnes d'Éthiopie, un empereur refuse de plier. Son nom, Ménelik II. Face à lui, une armée moderne venue d'Europe. Des fusils modernes. De l'artillerie. Et la certitude que l'Afrique ne peut pas résister. Pourtant, le 1 mars 1896, quelque chose d'inattendu se produit. Une armée africaine inflige une défaite historique à une puissance européenne. Cette bataille va changer la manière dont le monde regarde l'Afrique. Mais pour comprendre cette victoire, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a rendue possible. Qui était vraiment Ménelik II? Ménelik n'était pas destiné à régner immédiatement. Il naît en 1844 dans le royaume de Shewa, en Éthiopie. À sa naissance, il porte un autre nom, Salmariam. Son père est un roi régional puissant. Mais la politique éthiopienne est complexe, faite d'alliances, de rivalités et de luttes de pouvoir. Très jeune, Salmariam connaît la réalité brutale du pouvoir. À l'âge de 11 ans, il est capturé par l'empereur Théodore II, qui veut contrôler le royaume de Shewa. Au lieu d'être exécuté, le jeune prince est gardé à la cour impériale. Certains pensaient que cette captivité briserait son avenir. Mais c'est l'inverse qui se produit. Pendant ces années, Salmariam observe. Il étudie la politique. Il comprend les rivalités entre les royaumes. Il découvre la force et les faiblesses de l'Empire. Puis, en 1865, il réussit à s'échapper. Il retourne à Shewa. Et très vite, il reprend le pouvoir. C'est à ce moment que le monde commence à entendre parler de lui. Il prend le nom de Ménelik. Et lentement, patiemment, il commence à construire quelque chose de plus grand. Pas seulement un royaume, mais un empire capable de résister au monde extérieur. Car au même moment, l'Europe commence la course à la colonisation de l'Afrique. Et Ménelik comprend une chose avant beaucoup d'autres dirigeants africains. Le danger arrive. Lorsque Salmariam revient dans son royaume après son évasion, le monde autour de lui est en train de changer. L'Éthiopie n'est pas encore un État unifié. C'est un ensemble de royaumes, de provinces et de seigneuries puissantes. Chaque région possède son dirigeant. Chaque chef défend son territoire. Dans ce système complexe, le royaume de Shewa devient progressivement l'un des centres de pouvoir les plus dynamiques. Et à sa tête, un homme encore jeune, Ménelik. Contrairement à beaucoup de dirigeants de son époque, Ménelik comprend très tôt que la puissance d'un royaume ne dépend plus seulement du courage des guerriers. Elle dépend aussi de la modernisation. Alors il prend une décision stratégique. Il ouvre son royaume au commerce international. Des armes modernes commencent à arriver en Éthiopie. Des fusils européens. De nouvelles technologies. De nouveaux conseillers. Pendant que certains dirigeants africains se méfient totalement du monde extérieur, Ménelik choisit une autre stratégie. Observer, apprendre et se préparer. Dans les années 1870 et 1880, il renforce son armée. Il développe les routes commerciales. Il tisse des alliances politiques avec d'autres chefs régionaux. Petit à petit, le roi de Shewa devient l'un des hommes les plus puissants de toute l'Éthiopie. Mais l'empire est encore dirigé par un autre empereur, Yohan IV. Sous son règne, l'Éthiopie doit faire face à plusieurs menaces extérieures. Des conflits avec l'Égypte, des tensions avec les forces soudanaises du mahdisme. Et surtout, l'arrivée progressive des puissances européennes autour de la mer Rouge. En 1889, un événement change tout. L'empereur Yohan IV meurt lors d'une bataille contre les forces mahdistes. Le trône impérial devient vacant. Dans un empire aussi complexe, cela pourrait déclencher une guerre civile. Mais Ménelik agit rapidement. Grâce à ses alliances, son influence et la puissance de son armée, il est proclamé empereur. Le 3 novembre 1889, Ménelik devient officiellement empereur d'Éthiopie. Mais au moment même où il monte sur le trône, un piège diplomatique est déjà en train de se refermer autour de lui. Un piège préparé par une puissance européenne, qui rêve de transformer l'Éthiopie en colonie. Cette puissance est l'Italie. Et ce piège porte un nom. Le traité de Wuchal.
Le conflit qui va suivre va conduire à l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire africaine. La bataille d'Adwa. Lorsque Menelik devient empereur en 1889. L'Afrique est en train de vivre l'un des moments les plus bouleversants de son histoire. Les puissances européennes se partagent le continent. La France avance en Afrique de l'Ouest. La Grande-Bretagne contrôle de vastes territoires. Et l'Italie, une jeune puissance européenne, cherche elle aussi à construire un empire colonial. Depuis plusieurs années déjà, les Italiens se sont installés sur les côtes de la mer Rouge. Ils contrôlent la région qui deviendra plus tard l'Érythrée. Mais leur objectif est plus grand. Ils veulent étendre leur influence vers l'intérieur des terres, jusqu'au cœur de l'Éthiopie. À ce moment-là, Menelik adopte une stratégie prudente. Il ne cherche pas immédiatement la confrontation. Au contraire, il accepte de négocier avec l'Italie. En mai 1889, un accord est signé entre l'Éthiopie et l'Italie. Le traité de Wuchal. Ce traité semble, au premier regard, être un simple accord diplomatique. Il reconnaît Menelik comme empereur. Et l'Éthiopie reconnaît certaines possessions italiennes sur la côte. Mais il existe un problème. Un problème caché dans une seule phrase. Le traité est écrit en deux versions. Une en amharique, la langue de l'Éthiopie, et une en italien. Et cette phrase n'a pas le même sens. Dans la version amharique, il est écrit que l'empereur peut utiliser l'Italie comme intermédiaire diplomatique avec les autres puissances. C'est un choix. Mais dans la version italienne, le texte dit que l'empereur doit obligatoirement passer par l'Italie pour ses relations internationales. Autrement dit, l'Éthiopie deviendrait un protectorat italien. Lorsque l'Italie annonce cette interprétation au reste de l'Europe, la réaction de Menelik est immédiate. Il comprend qu'on a tenté de le piéger. Alors il prend une décision claire. En 1893, il dénonce officiellement le traité de Wuchal. Pour lui, l'Éthiopie est un État libre et souverain. Mais à Rome, cette décision est perçue comme une humiliation. Le gouvernement italien refuse d'abandonner son projet. Les tensions montent. Les soldats italiens avancent progressivement vers l'intérieur de l'Éthiopie. Et Menelik comprend que la guerre devient presque inévitable. Mais contrairement à ce que pensent les dirigeants européens, l'empereur ne va pas attendre passivement. Pendant plusieurs années, il prépare son pays. Il rassemble des armes modernes. Il renforce ses alliances avec les différents royaumes éthiopiens. Il mobilise des dizaines de milliers de soldats. Lorsque le moment viendra, l'Italie ne fera pas face à un royaume isolé. Elle fera face à une armée africaine unie. Et cette confrontation aura lieu dans les montagnes du nord de l'Éthiopie. Dans un endroit qui va entrer dans l'histoire. Adwa. À la fin de l'année 1895, la guerre est désormais inévitable. L'Italie envoie ses troupes vers l'intérieur de l'Éthiopie. À Rome, les dirigeants sont confiants. Ils pensent affronter une armée africaine désorganisée, comme cela s'est produit ailleurs sur le continent. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Menelik prépare cette guerre depuis plusieurs années. Dans toutes les régions de l'Empire, un appel est lancé. Les chefs locaux rassemblent leurs guerriers. Des milliers d'hommes traversent montagnes et vallées. Parmi eux se trouvent plusieurs grands commandants éthiopiens. Ramakonnen, Ra'alula, Empresse Taïtu Bétul. Même l'impératrice Taïtu participe à l'effort de guerre. Elle organise les lignes de ravitaillement, encourage les soldats et conseille l'empereur. Peu à peu, une immense armée se forme. Les historiens estiment qu'entre 80 000 et 100 000 soldats éthiopiens se rassemblent. Face à eux, l'armée italienne compte environ 17 000 soldats, dont plusieurs unités coloniales. Le 1 mars 1896, les deux armées se rencontrent dans les montagnes d'Adwa. La bataille commence avant l'aube. Les Italiens avancent en pensant surprendre l'armée éthiopienne. Mais le terrain leur est défavorable. Les montagnes fragmentent leurs lignes. Les troupes se retrouvent séparées. Et très vite, les forces éthiopiennes prennent l'avantage. Les soldats de Menelik connaissent parfaitement le terrain. Il encercle plusieurs unités italiennes. Les combats sont intenses et rapides. En quelques heures seulement, la bataille tourne en faveur de l'Éthiopie. Lorsque le soleil se lève pleinement sur les montagnes d'Adwa, le résultat devient évident.
L'armée italienne est battue. Des milliers de soldats sont capturés. D'autres se replient vers l'Érythrée. Pour l'Europe, la surprise est immense. Pour l'Afrique, c'est un moment historique. Car pour la première fois pendant l'ère coloniale, une armée africaine vient de vaincre une puissance européenne sur le champ de bataille. Cette victoire oblige l'Italie à reconnaître officiellement l'indépendance de l'Éthiopie. Et le nom de Menelik II commence à circuler dans le monde entier. Dans de nombreuses régions d'Afrique, la nouvelle se répand comme un symbole d'espoir. Un message simple. La domination européenne n'est pas invincible. Mais pour Menelik, la victoire d'Adoua n'est pas seulement militaire. Elle va aussi changer le destin de son empire. Après la victoire d'Adoua en 1896, Menelik II devient l'un des dirigeants les plus respectés du monde. Pour les puissances européennes, un fait devient évident. L'Éthiopie n'est pas une colonie. C'est un empire indépendant, capable de défendre sa souveraineté. Les relations diplomatiques changent. Des ambassades étrangères s'installent à Addis Abeba. Des traités commerciaux sont signés. L'Éthiopie entre progressivement dans le système international moderne. Mais Menelik ne se contente pas de la victoire militaire. Il sait que pour préserver l'indépendance du pays, l'empire doit évoluer. Alors il lance plusieurs transformations importantes. Il développe les routes reliant les différentes régions du pays. Il encourage le commerce intérieur et international. Un projet majeur voit également le jour. La construction d'une ligne de chemin de fer reliant Addis Abeba à Djibouti. Cette ligne devient essentielle pour connecter l'Éthiopie au port de la mer Rouge et faciliter les échanges avec le reste du monde. Sous son règne, la capitale Addis Abeba se développe rapidement. La ville devient un centre politique, économique et diplomatique. Menelik introduit aussi certaines innovations modernes. Le premier système de télégraphe apparaît. Des services postaux sont organisés. Des missions étrangères contribuent à la formation technique. Ces changements ne transforment pas immédiatement toute la société. Mais ils marquent le début d'une nouvelle époque. Menelik II comprend que la puissance d'un État ne repose pas seulement sur les batailles. Elle repose aussi sur les institutions, les infrastructures et la capacité à s'adapter au monde. Vers la fin de sa vie, sa santé commence à décliner. L'empereur se retire progressivement des affaires politiques. Il meurt en 1913. Mais son héritage reste immense. Grâce à lui, l'Éthiopie a conservé son indépendance. À une époque où presque toute l'Afrique était colonisée. Et surtout, la victoire d'Adoua est devenue un symbole puissant. Un symbole de résistance. Un symbole de dignité. Un symbole qui inspire encore aujourd'hui de nombreux peuples à travers le monde. L'histoire de Menelik II rappelle une chose essentielle. Même dans les périodes les plus difficiles, un dirigeant déterminé peut changer le destin d'un pays. Aujourd'hui, les canons d'Adoua sont silencieux. Les soldats sont retournés à l'histoire. Les empires ont changé. Et le monde n'est plus le même. Mais le souvenir de cette bataille reste vivant. Car en 1896, dans les montagnes d'Éthiopie, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un empire africain a prouvé au monde qu'il pouvait défendre sa liberté. Ce jour-là, Menelik II n'a pas seulement gagné une bataille. Il a envoyé un message à toute l'Afrique. Un message simple, mais puissant. La dignité d'un peuple ne disparaît jamais. Aujourd'hui, Menelik II ne parle plus. Son trône appartient au passé. Mais l'Afrique, elle, est toujours là. Les générations changent. Les dirigeants passent. Et une question reste ouverte. Qui portera maintenant cette vision d'une Afrique forte, libre et respectée? Car l'histoire n'est pas terminée. Elle continue. Avec ceux qui refusent d'oublier. Si tu aimes ce genre d'histoire, abonne-toi maintenant.